Pierre Foldès, Frédéric Martz, merci de nous rejoindre ce soir pour la Journée internationale des droits des femmes. Vous êtes, pour Frédéric, directrice générale de l'Institut Women Safe and Children. Pierre, vous en êtes le président. Alors, en quoi est-ce que cette journée du 8 mars, pour vous, est une journée importante pour l'émergence des voix des femmes? Pour moi, le 8 mars, effectivement, il accompagne nécessairement l'évolution des droits, qui permet effectivement de veiller à ce qu'ils soient bien appliqués et en tout cas qu'ils ne soient pas bafoués. Le 8 mars, en fait, il rappelle un peu cette égalité femmes-hommes qui est tellement importante et garante d'une harmonie sociale. Et ce 8 mars, il permet également de réunir les nations, puisque aujourd'hui l'évolution rapide et les nouveaux enjeux sociétaux seront communs, ou doivent être communs en tout cas aux générations, et c'est certainement le nouvel enjeu de demain. Alors, si je peux compléter, on peut se demander pourquoi ça doit persister encore. C'est la question qu'on se pose chaque année. Et en fait, quand on voit l'importance des sujets traités, on se dit qu'on est quand même toujours au pied de la montagne. Qui a, à chaque fois qu'on traite de ces sujets, on voit tout ce qui reste à faire. Il est absolument essentiel que ces signes qui ont l'air pas très importants et qui sont en fait fondamentaux car mondiaux doivent persister et être amplifiés. Donc, on doit continuer à faire du 8 mars et c'est bien un minimum pour nous rappeler toute l'urgence de tout ce qu'il y a à faire. Toute l'urgence de ce qu'il y a à faire, c'est ce que vous traitez dans l'Institut Women Safe and Children. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au niveau de votre action? Alors pour l'Institut, effectivement, elle a un objectif, c'est d'œuvrer en fait sur une population que l'on appelle vulnérable, puisque ce sont les femmes et les enfants qui sont victimes de violences, et qu'aujourd'hui cette population, elle a besoin d'être mise en lumière. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur ce 8 mars, même si c'est les droits des femmes. Nous, on va traiter plus l'angle des violences faites aux femmes, puisque c'est aussi un droit qui est bafoué à ce moment-là, et leurs enfants qui sont les victimes directes aujourd'hui. Ce qui est notable, c'est que bon, ça devrait paraître absolument naturel de faire ce qu'on fait, mais ça l'était pas il y a quelques années, puisque quand on a commencé tous les deux à imaginer cet institut pluridisciplinaire, ben, les femmes, elles couraient d'un endroit à l'autre, et manifestement, il y avait de l'innovation à faire et une adaptation sociétale à faire. C'est pour ça qu'on a inventé ce système pluridisciplinaire qui essaye de répondre à tout à la fois, c'est-à-dire à toutes les dimensions que représentent les violences faites aux femmes. Et on essaye de le faire le mieux possible autour des équipes menées par Frédéric. Je rajouterais aussi que le fait que l'on se présente hommes et femmes, ou femmes et hommes, puisque c'est la journée des droits des femmes, c'est aussi pour montrer et démontrer aussi qu'il est important d'être dans une vision qui peut être divergente de temps en temps, parce qu'on ne pense pas comme un homme, et un homme ne pense pas comme les femmes, comme une femme. Et c'est important de dire que quand on veut œuvrer pour finalement un genre, il est important de croiser les genres pour être dans le juste ton. Être dans le juste ton. Donc, si on comprend bien, votre institut, il permet aux personnes de pouvoir mieux comprendre ce qui leur est arrivé, de mettre des mots aussi sur des situations traumatiques. Donc, vous assurez un accueil, vous assurez des préventions en termes de formation, vous assurez aussi des soins psychologiques. Jusqu'où va votre accompagnement? Alors l'accompagnement, il est basé aujourd'hui sur quelque chose qui doit être primordial, c'est traiter le psychotraumatique. On est spécialisé, c'est un centre qui est spécialisé dans le psychotraumatique. Pourquoi? Parce que si on ne traite pas le traumatisme, on aura beau faire des longues thérapies psychologiques, ça ne marchera pas. Et comme on s'est rendu compte aussi que les violences sont protéiformes, elles impactent une personne enfin, dans plusieurs formes de violence, et c'est important d'agir en traitant toutes les formes de violence dont peut être impactée une personne. Ce que j'aime à dire aussi, c'est pourquoi on y a ajouté les enfants, parce qu'on a une dimension systémique. On sait que les enfants sont souvent des témoins, mais ils vont grandir dans une vulnérabilité qui n'aura pas été traitée. Et c'est pour ça que le fait puisque vous avez cité le mot prévention, il est important de dire que la prévention est essentielle. Nous, on a une manière d'agir dans la prévention, c'est de prendre les enfants le plus tôt possible, mais évidemment, on fait beaucoup de formations dans les universités. Ces universités, c'est la jeune génération qui aujourd'hui doit nécessairement comprendre et utiliser les bons mots
pour définir les violences dont ils peuvent être victimes. Pourquoi j'évoque ce côté, cette sémantique qui est importante et qui doit être commune? Parce que souvent, on utilise des mots qui n'ont pas les mêmes significations selon les générations. Donc voilà, c'est important de rentrer dans finalement les fondamentaux pour faire de la prévention, évidemment du dépistage, puisque le sujet c'est aussi le dépistage et notre volonté d'agir auprès des victimes. Et puis ça met en évidence le fait que une violence, ça détruit la totalité de ce qu'est une femme et qu'il faut tout essayer de tout aborder. Et notre idée de départ, c'était déjà de réunir la santé et la justice. La santé était très peu représentée dans ces dispositifs qui n'existaient d'ailleurs pas. Et la preuve, puisqu'après 8 ans d'existence, on a vraiment pu prouver que ça marche. D'ailleurs, on est en train d'essaimer et de reproduire notre dispositif un petit peu partout. Et on est quand même assez satisfait d'attaquer au moins le pied de cette montagne et de continuer à se développer. Alors pourquoi un institut? On le comprend par rapport à la réalité, mais je veux dire, vous, Pierre, qui en êtes le président, comment vous avez eu un jour cette idée de pouvoir essayer de croiser ce côté scientifique et ce côté juridique au service des femmes? Quelles ont été vos influences féminines pour vous? Et bien sûr, même question au niveau de Frédéric. Est-ce que c'est parce que vous avez côtoyé ces populations vulnérables ou est-ce que vous-même, vous avez pu voir certaines choses? Chacun de notre côté, on était perturbé par cette question. Et en fait, c'est notre rencontre qui a tout déclenché, puisque comme vous l'a dit Frédéric, on avait à la fois une expérience naissante et des points de vue différents. Et on s'est aperçu de ce qui n'allait pas dans les dispositifs existants. Et c'est vraiment tous les deux qu'on a commencé à prendre cette idée du pluridisciplinaire, du secret partagé, etc. Et c'est en fait pour moi c'est la rencontre avec Frédéric qui a tout déclenché puisque moi j'étais dans mon bloc opératoire en train d'opérer des femmes et elle m'a dit en fait t'as pas l'air mais les femmes tu les connais pas du tout. Moi je vais t'apprendre à les connaître et c'est le fruit de cette rencontre qui a permis de se mettre en adéquation et de trouver le début des bonnes réponses. Voilà pour moi. Alors pour moi, je n'étais pas dans un bloc opératoire, j'étais un peu plus finalement sur un terrain qui faisait se côtoyer l'humain dans une entreprise, puisque c'était l'origine effectivement de mon départ dans la vie, on va dire active. Ce qui me frappe, c'est en fait, je pense qu'un centre comme le nôtre, il a nécessairement besoin d'une coordination. Je pense que l'apport que j'ai eu, c'est pas le versant médical, mais c'est l'union des professionnels pour qu'ils puissent travailler ensemble parce que je pense que la hiérarchie, ou en tout cas qu'impose la société, est une hiérarchie professionnelle. On voit bien que quand on fait travailler des infirmières, avec des médecins, elles le disent, je ne suis qu'une infirmière. Et ça, c'était important de casser en fait ces hiérarchies professionnelles parce que l'enjeu en fait, c'est agir sur une personne qui va côtoyer un certain nombre de professionnels qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc l'enjeu pour moi, c'était que ces gens brisent un peu peut-être cette hiérarchie professionnelle en concevant que ce n'est pas eux pour lesquels c'est important d'en changer on va dire la pratique, c'est plutôt pour elles que ce sera important de faire réunir en fait un consensus, une coopération professionnelle bilatérale et intelligente en fait et qualitative. Pour des personnes qui voudraient vous aider, on a beaucoup d'étudiants qui nous regardent aujourd'hui, qu'on salue, des personnes qui voudraient se rallier à vous, à votre action. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Alors je crois que c'est la Sorbonne qui porte aujourd'hui cet événement. La Sorbonne, on connaît bien puisqu'on est en train on a signé une convention, puisqu'on est le dispositif externalisé de la Sorbonne pour prendre en charge les hommes et les femmes victimes de violences au sein de cette université. Pas qu'elle, hein, puisqu'on a d'autres conventions, des conventions qui sont signées avec d'autres universités. En fait, on est en très grande phase de formation actuellement au sein de la Sorbonne des intervenants, des premiers écoutants, pour les former à pouvoir écouter et orienter, parce que l'objectif, c'est pas d'obliger une personne à écouter de nombreuses histoires, parce qu'il faut y être habitué, c'est nécessairement professionnaliser une écoute et cette formation en fait elle permet aujourd'hui à ces écoutants d'être plus protégés
de paroles qui sont difficiles à entendre, mais aussi de savoir comment faire après avoir écouté les premières paroles qui peuvent leur être confiées. Donc les étudiants, on a évidemment beaucoup de stages qui sont demandés, des psychologues, des infirmières, des médecins de ces universités. On a découvert aussi que il y avait un chantier important, c'est que par exemple pour les étudiants en médecine, donc de la faculté, des facultés de médecine, ils ne sont pas habitués à aller vers des lieux d'association comme les nôtres, plutôt des lieux d'exercice et de stage dans les hôpitaux. Et en fait, on vient d'ouvrir notre association à des stages de professionnels de santé, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, parce qu'en fait, ils vont aborder en fait une association de terrain avec en complétant en fait leur formation initiale, parce que souvent les étudiants nous disent ne pas avoir été confrontés finalement à une action de terrain. Voilà ce que l'on fait et que l'on propose aux étudiants aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de Sorbonne Université, qui est partenaire de la Journée internationale des droits des femmes organisée par l'UNESCO. Est-ce que vous faites quelque chose avec justement des organismes internationaux comme les Nations Unies ou l'UNESCO? Bah, écoutez, dès que l'occasion se présente, bien sûr, hein, donc l'UNESCO, bien sûr, on est en relation plutôt scientifique avec d'autres agences onusiennes et effectivement, toutes les occasions sont bonnes pour partager. Au niveau international, on peut simplement se faire la remarque, c'est bien de, quand on écoute ce qui se passe à New York ou dans les dans les grandes assemblées, on s'aperçoit qu'il y a assez peu d'organisations de terrain. Et nous, on se définit essentiellement comme des gens opérationnels et on se base vraiment sur notre expérience de terrain et ça change un petit peu notre approche. Alors, ça donne le défaut d'être apparemment moins dans le plaidoyer, mais nous, on veut aborder ces rencontres avec vraiment l'expérience terrain, les cas pratiques qu'on peut faire, et ça change un petit peu la façon d'aborder les choses sans être totalement déconnecté du plaidoyer. Parfait. Écoutez, Frédéric, Pierre, merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot peut-être, un dernier mot que vous voudriez donner à notre public ce soir? Alors, justement, puisque Pierre abordait le plaidoyer, en fait, je rajouterais que le plaidoyer, on le fait porter par les femmes, les paroles des femmes. Justement, pour ce 8 mars, nous avons un événement donc, au Palais Royal qui est porté effectivement par Elie Chouraki et Alexandra Fechner, qui ont ouvert en fait la parole aux femmes dans une pièce de théâtre. Et c'était un peu une manière d'utiliser la culture pour porter les paroles de femmes qui sont les plus réalistes et les plus qui permettent le mieux une reconstruction et une transmission auprès d'autres femmes victimes de violences. Et ce que je voudrais dire à la jeune génération, c'est quelque part, c'est finir par trois mots, ou en tout cas trois propos, c'est écoutez-nous, écoutez-vous et écoutons-nous, parce qu'on arrive dans une phase où les générations ne doivent pas se séparer, même si aujourd'hui on ne comprend pas toujours la façon d'interpréter une violence, il est important effectivement de s'unir en tout cas pour mieux agir. Je rajouterais simplement qu'il ne faut pas que des initiatives comme les nôtres se trompent et qu'on essaye d'être les premiers acteurs. C'est pas nous qui réparons les femmes, c'est elles-mêmes qui se réparent. Et nous, on est là vraiment pour les assister. Et le message à donner à toutes ces femmes, c'est que tout est possible. On va essayer de vous donner un petit coup de main, mais c'est vous-même qui vous réparez et soyez-en fiers. Merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup.